Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 12 mai, au menu des décisions politiques et militaires qui pèsent sur plusieurs fronts internationaux. On revient aussi sur des enjeux canadiens très concrets, de l'école au feu de forêt, sans oublier l'IA et les tendances lourdes du climat. Géopolitique. Le Parlement israélien, la Knesset, a adopté à l'unanimité une loi pour créer un tribunal militaire. Le vote s'est fait sur une base de 93 voix pour et 0 contre, dans une chambre de 120 sièges. Ce tribunal doit poursuivre plusieurs centaines de Palestiniens accusés d'avoir participé aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023. Le cadre voté donne aussi au tribunal le pouvoir d'imposer la peine de mort à des combattants du Hamas reconnus coupables. Israël présente ce dispositif comme une réponse judiciaire à l'attaque la plus meurtrière de son histoire. La mise en place de ce tribunal pose un jalon durable sur la manière dont l'État entend traiter ces dossiers. Aux États-Unis, Donald Trump a rejeté une nouvelle proposition iranienne visant à mettre fin à plus de 2 mois de guerre. Le président américain affirme que le cessez-le-feu est sur une assistance respiratoire et le décrit comme incroyablement faible. La Maison-Blanche reproche à Téhéran de ne pas inclure de concessions sur le nucléaire dans sa contre-proposition. L'administration américaine a annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Donald Trump dit vouloir rencontrer ses principaux commandants militaires pour discuter des prochaines étapes. La séquence confirme une impasse entre Washington et Téhéran sur les conditions d'un arrêt des hostilités. La question de Taïwan reste un point de friction central entre Washington et Pékin. Des responsables américains évaluent comment la Chine pourrait pousser Donald Trump à adoucir le langage des États-Unis sur Taïwan. Pékin présente la question de Taïwan comme la ligne rouge la plus sensible dans les relations bilatérales. Un changement de formulation publique de Washington serait perçu comme un gain politique majeur pour la Chine. L'enjeu se joue autant dans les mots que dans les actes, car les déclarations officielles balisent la posture diplomatique. La prudence du vocabulaire devient donc un instrument stratégique au même titre que les déploiements ou les sanctions. En Californie, la maire d'une banlieue de Los Angeles a démissionné après avoir admis avoir agi comme agente de propagande chinoise. Eileen Wang dirigeait une municipalité où la communauté sino-américaine est importante. Elle doit plaider coupable, selon les autorités, après avoir reconnu des activités liées à l'influence chinoise. Elle s'expose à une peine maximale de 10 ans de prison. Ce dossier souligne les tensions autour des opérations d'influence et de la sécurité nationale aux États-Unis. Il met aussi sous pression les élus locaux, de plus en plus exposés aux soupçons d'ingérence étrangère. Canada. En Alberta, un feu de forêt hors de contrôle a déclenché un ordre d'évacuation près de Whitecourt. La mesure concerne une partie du comté de Woodlands dans le centre-nord de la province. Des images montrent un avion-citerne en opération, avec une fumée visible au-dessus de la zone. Les autorités demandent aux résidents visés de quitter rapidement, compte tenu de l'évolution du brasier. La situation rappelle la difficulté à protéger des secteurs habités quand le feu progresse trop vite. La priorité immédiate reste la sécurité des personnes avant la protection des infrastructures. En Saskatchewan, un feu qualifié de rapide menace 2 Premières Nations dans le sud-est de la province. Le brasier a déjà détruit certaines structures jugées mineures, selon les autorités locales. Des maisons ont été menacées sur le territoire de Star Blanket Cree Nation et de Little Black Bear First Nation. Les services d'urgence ont averti les résidents, alors que des panaches de fumée s'élevaient au-dessus de la lisière boisée. Le risque principal tient à la vitesse de propagation, qui réduit le temps de réaction. La protection des habitations et l'évacuation au besoin dominent les décisions sur le terrain. Au Québec, un rapport remis au gouvernement conclut que les garçons sont systématiquement désavantagés à l'école. Des experts estiment que le décrochage se prépare parfois dès la maternelle, avant même le primaire.
Le document met en cause des mécanismes structurels, plutôt qu'une seule cause isolée. En parallèle, de nouvelles données de Santé Canada signalent des taux plus élevés de problèmes de santé mentale chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans. Ces deux constats, scolaires et sanitaires, décrivent une vulnérabilité qui apparaît tôt et s'étire dans le temps. Le débat se déplace vers des interventions précoces en classe et vers un meilleur soutien psychosocial. Le virage numérique de la justice québécoise, évalué à 500 millions de dollars, fait l'objet d'une surveillance accrue. Ce méga-projet informatique soulève des inquiétudes, dans un contexte marqué par d'autres chantiers technologiques contestés. Des observateurs s'interrogent sur la gouvernance, les coûts et le contrôle des risques. Le système judiciaire dépend de documents, d'échéanciers et d'accès sécurisés, ce qui augmente la sensibilité des pannes et retards. La pression grandit pour éviter des dépassements comme ceux vécus dans d'autres transformations numériques publiques. Le gouvernement est attendu sur la transparence, les étapes et les mécanismes de reddition de comptes. Sur le terrain politique fédéral, Mark Carney est accusé de reculs environnementaux comparés à l'ère Harper. Stephen Guilbeault apparaît pour l'instant comme une des voix les plus isolées à dénoncer ces reculs. La question devient celle du coût politique et de l'indignation publique si des mesures environnementales sont affaiblies. Les critiques portent sur l'écart entre les objectifs climatiques affichés et certaines décisions de gouvernance. L'enjeu se joue aussi à l'intérieur des partis, sur la discipline et la capacité à imposer des lignes rouges. Le dossier installe un test de crédibilité, à la fois auprès des électeurs et des acteurs environnementaux. Au Québec, l'approvisionnement en eau devient un problème jugé grave, malgré l'abondance de lacs et de rivières. Des municipalités se retrouvent sous pression pour mieux mesurer et gérer la consommation. L'idée des compteurs d'eau refait surface, mais elle demeure politiquement sensible. Le débat souligne une difficulté concrète, soit réduire les pertes et la surconsommation sans déclencher une crise d'acceptabilité. Les élus municipaux doivent aussi composer avec des réseaux vieillissants et des coûts d'entretien élevés. La gestion de l'eau, longtemps perçue comme acquise, devient un dossier de planification et de tension locale. Science à Stockholm, un café expérimental fonctionne avec une organisation inhabituelle derrière le comptoir. Un barista sert le café, mais un agent d'intelligence artificielle pilote une partie des décisions opérationnelles. L'expérience teste la capacité d'un système automatisé à coordonner des tâches plutôt qu'à simplement répondre à des questions. Le dispositif place l'IA dans un rôle de gestion, avec des choix concrets en temps réel. Ce type d'essai ouvre des questions sur la responsabilité, surtout quand l'outil décide de la cadence et des priorités. Le projet illustre une tendance vers des IA agents, plus autonomes, dans des environnements de travail ordinaires. Dans les cégeps québécois, l'intelligence artificielle déclenche un branle-bas autour de l'épreuve uniforme de français. Le ministère de l'Enseignement supérieur a repéré un nombre inhabituellement élevé d'élèves soupçonnés de plagiat à la session de décembre. L'IA est pourtant interdite à cet examen, qui se déroule en classe et sans outils technologiques. Le problème central, c'est la preuve, car dans la majorité des cas, il reste difficile de démontrer le recours à l'IA. Les établissements doivent protéger l'intégrité de l'évaluation sans accuser à tort des étudiants. Cette tension oblige à revoir les méthodes de surveillance et possiblement les formats d'examen. En santé, une chercheuse met en garde contre la rigidité alimentaire chez les personnes en surpoids. L'objectif reste une alimentation saine pour réduire des problèmes de santé. Mais l'imposition de règles rigides est associée à davantage de problèmes de santé que l'absence de règles strictes. Le message insiste sur le risque d'une discipline trop contraignante, même quand l'intention est d'améliorer la santé. L'enjeu touche les programmes de perte de poids et les conseils de nutrition donnés au quotidien. La recherche met ainsi l'accent sur la qualité et la flexibilité,
plutôt que sur des interdits systématiques. Climat. Les déplacements internes causés par les conflits et la violence ont atteint un record en 2025. Le total des déplacements internes liés au conflit s'élève à 32,3 millions, un niveau qui dépasse ceux liés aux catastrophes. C'est la première fois depuis le début du suivi en 2008 que les déplacements dus au conflit dépassent ceux dus au désastre. Au total, 82,2 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur de leur pays à la fin de 2025. L'année 2026 s'annonce marquée par un réchauffement extrême, avec des indicateurs déjà à des niveaux inhabituels. Une estimation fait état de 160 millions d'hectares brûlés, pendant que les températures de surface de la mer atteignent des records. Des experts avertissent de l'arrivée imminente d'El Niño sur une planète déjà surchauffée. Cette combinaison augmente la probabilité d'épisodes de chaleur et de feux plus difficiles à contenir. Monde. L'Union européenne impose des sanctions à 16 responsables accusés d'avoir participé à l'enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens. Ces mesures visent des officiels soupçonnés d'avoir aidé la Russie à transférer des enfants depuis l'Ukraine. Le dossier s'inscrit dans des accusations portant sur des dizaines de milliers d'enfants. Les sanctions cherchent à identifier des responsables précis, plutôt que de rester au niveau des accusations générales. L'UE présente ces mesures comme une réponse à des atteintes graves aux droits des enfants. Le sujet devient aussi un test de la capacité européenne à agir sur des crimes présumés en temps de guerre. Une initiative ukrainienne de rapatriement estime qu'au moins 20 000 enfants sont retenus en Russie. Le groupe parle de filles et de garçons placés auprès de familles russes et d'autorités. Ces enfants sont décrits comme militarisés et rééduqués, selon les acteurs impliqués dans leur retour. La question centrale devient celle de l'identification et de la localisation, enfant par enfant. Le retour éventuel dépend aussi de procédures administratives, de consentement et de corridors de transfert. Pour les familles, le temps joue contre la possibilité de retrouver des repères, une langue et une scolarité d'origine. Au Mexique, des attaques d'un groupe criminel forcent des familles autochtones à fuir dans l'État de Guerrero. Une organisation de défense des droits autochtones évoque jusqu'à 1000 ménages déplacés. Le groupe Los Ardillos est accusé d'attaques répétées dans la région depuis des années. Des bombardements par drone figurent parmi les méthodes signalées. La violence a poussé des familles à quitter les montagnes du centre du pays, parfois dans l'urgence. Le déplacement massif complique l'accès à l'école, aux soins et à l'alimentation, dans des zones déjà isolées. En Afrique, la course à l'intelligence artificielle se heurte à des enjeux de ressources, d'emploi et de souveraineté numérique. Le Kenya cherche à augmenter ses capacités pour répondre aux besoins continentaux en IA. La Zambie, le Zimbabwe et plus récemment le Ghana ont refusé des ententes pour stocker les données des citoyens aux États-Unis. Ces refus mettent l'accent sur le contrôle des données et sur la localisation des infrastructures. La France voit, lors d'un sommet à Nairobi, une occasion de proposer une voie entre les technologies américaines et chinoises. Le débat s'organise autour d'une question simple et concrète. Qui héberge, qui contrôle et qui bénéficie de la valeur des données? Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 701 $ américains, en hausse de 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 84 $ américains, en hausse de 4,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 80,754, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. À Washington, le Sénat américain a franchi une étape pour permettre à Kevin Warsh de prendre la tête de la Réserve fédérale. La Chambre a approuvé la nomination de Kevin Warsh comme membre du Conseil des gouverneurs. Le vote final de confirmation pour la présidence de la Fed reste toutefois en attente. La manœuvre vise à le mettre en position de devenir président de la Banque centrale avant vendredi. Le nom de Kevin Warsh
s'inscrit dans la stratégie de Donald Trump pour influencer l'orientation monétaire. L'attention se porte maintenant sur le calendrier et l'issue du vote de confirmation. Le Japon et les États-Unis affichent une synchronisation sur le yen, selon le ministre japonais des Finances, Katayama. Le ministre s'est gardé de dire qu'il existe une intervention coordonnée sur le marché des changes. Il n'a pas non plus confirmé un plan de réponse conjoint entre Tokyo et Washington. Cette prudence souligne la sensibilité politique des interventions sur devises. Le yen reste un sujet majeur car la monnaie touche directement les importations, les exportations et l'inflation. Les déclarations publiques, même mesurées, influencent souvent les anticipations des marchés. L'Union européenne s'est entendue sur une nouvelle loi sur les médicaments pour réduire des dépendances jugées critiques. Le texte vise notamment à contourner les dépendances envers l'Inde et la Chine pour certains médicaments et ingrédients. L'accord a été conclu après plus de 12 heures de négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE. La réforme modifie les achats publics en s'éloignant du critère du prix le plus bas. Les nouvelles règles priorisent plutôt la sécurité d'approvisionnement pour limiter les pénuries. Le cadre prévoit aussi de faciliter l'usage de fonds publics pour soutenir la production de médicaments essentiels dans l'UE. Au Québec, Québec solidaire propose une taxe annuelle sur le patrimoine visant les fortunes très élevées. La formule évoquée est de 1% par année sur le capital au-delà de 25 millions de dollars. Le taux monterait à 2% pour la portion du capital dépassant 100 millions de dollars. La proposition a suscité de vives réactions, dont celle de l'entrepreneur François Lambert. Le débat oppose des arguments sur l'équité fiscale et le financement des services, face aux risques économiques perçus. La mesure, si elle avançait, exigerait des choix précis sur l'assiette fiscale et la mise en œuvre. À savoir aujourd'hui, le 12 mai 1949, l'Union soviétique a levé le blocus de Berlin, qui durait depuis 1948. Le 12 mai 2008, un puissant séisme a frappé la province du Sichuan, en Chine, causant des dizaines de milliers de morts. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.